Bonjour à tous. Donc nous sommes donc sur notre webinaire, fil conducteur One Health, c'est-à-dire santé globale. Donc, Sandrine, ma complice, ne sera pas avec nous ce matin. Elle a un petit souci et elle m'a laissé les commandes de la totalité de ce webinaire. Donc, soyez indulgents avec ma technique, sur ce webinaire. Donc, le concept One Health. Le concept One Health, c'est vraiment, quelque chose qui va être mis en lumière ces prochaines, semaines puisque, il fait le lien entre la santé humaine, la santé animale, les écosystèmes, la médecine donc humaine et vétérinaire. Et donc dans notre contexte, dernièrement, nous avons eu affaire avec le Covid, et nous avons donc, eu affaire avec la canicule et cetera, et on voit que tous les sujets se mélangent. Donc l'objectif de nos prochaines interventions, c'est de savoir quelles sont les actions prioritaires à mener. Donc c'est en préambule de l'événement que nous coordonnons à Strasbourg, qui s'appelle Santé globale, le nouveau défi, en partenariat avec Challenge, Sciences et Avenir, la recherche, et puis donc sur l'initiative de la région Grand Est. Dans ce congrès donc à Strasbourg, on abordera 4 thématiques qui sont la santé et l'environnement, le numérique et l'intelligence artificielle en médecine, l'aménagement du territoire et la santé au quotidien. Et donc aujourd'hui, avec Planète Food Santé, on avait envie, avec Sandrine, donc, de zoomer sur la partie santé au quotidien. Donc on aura le plaisir, et je crois que tout le monde est arrivé et a l'air d'être connecté. On aura le plaisir d'accueillir, et donc là je vais décrire, nos 5 intervenants. Je regarde parce qu'il me semble que je ne vois plus, Yannick, qui a disparu, mais bon, il va peut-être, réapparaître. Donc nous aurons pour commencer, Sophie Janvier, donc, que j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui, qui est Bonjour. diététicienne nutritionniste, qui est conférencière, autrice, d'un super bouquin, dont on a été, je crois, les premiers à commander, qui s'appelle «La méthode douce pour mieux manger» aux éditions Le Duc, et elle nous exposera notamment l'importance, de l'équilibre par l'alimentation. Ensuite, on aura le plaisir d'accueillir, qui reste caché derrière, sa photo parce qu'on n'arrive pas à activer la caméra, mais peut-être qu'au fur et à mesure ça va venir, William Lowenstein, qui est donc médecin spécialiste et président de SOS Addiction, qui est également auteur de nombreux ouvrages, qui nous rappellera, les dangers des addictions, que ce soit tabac, alcool, et surtout, puisque là on veut parler d'action, et les méthodes pour en limiter les risques. On aura également Yannick Guillodeau. Alors, je ne le vois plus, mais je vais essayer de le faire remonter sur scène, quand il va se reconnecter, qui, est auteur notamment, qui est médecin du sport, mais qui est auteur notamment d'une tribune que j'ai partagée là sur LinkedIn, hier. «L'inactivité physique, la sédentarité et la malbouffe construisent un tsunami sanitaire». Il est également initiateur d'un challenge qui est hyper intéressant, donc sur la région de Brest, qui est «Posons nos smartphones», ou d'une manière globale, alors ça va être «Posons nos écrans» un petit peu, et qui nous démontrera comment l'activité physique est une arme pour, mieux vivre. Et on aura, vraiment là, je suis très, très contente d'avoir le témoignage de 2 startups. Donc, la startup Quit avec, Geoffrey Kretz qui nous a rejoints, donc qui est un des fondateurs, et peut-être qu'il nous dévoilera une nouvelle interface. Et puis Trevisor, avec, notamment, et tu nous réexpliqueras, Charles, cette entité de foodtech, donc qui interviendra juste à la suite de Sophie. Donc on va commencer justement par, donc moi c'est vraiment, ces 3 thématiques que je les appelle les 3 A: alimentation, activité physique et addiction. Pour moi, sont vraiment des enjeux majeurs pour préserver notre santé. Donc on va commencer par le A, alimentation, donc avec, Sophie, à qui je vais poser la première question, c'est comment, les problématiques de santé, sont de quelle façon sont-elles liées à l'alimentation, et comment on peut apprendre à mieux manger? Alors bonjour à tous, merci beaucoup pour l'invitation. Je t'invite, Nathalie à passer ma presse, apparemment moi ça ne fonctionne pas de mon côté, donc n'hésite pas. Donc pour répondre à ta question Nathalie, heu, en fait, l'activité physique et l'alimentation sont au cœur, des politiques de prévention des maladies chroniques. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale,
qui s'appuie bien entendu sur de nombreuses études scientifiques qui mettent en évidence les liens entre la manière dont nous mangeons et les effets sur notre santé. Je ne citerai que 2 exemples. Par exemple, donc l'étude Nutrinet Santé 2020 montre que les plus grands consommateurs de fibres sont aussi ceux qui ont le moins de risques pour un certain nombre de pathologies et ils ont également une mortalité prématurée moindre. Autre régime qui a fait l'objet de multitudes d'études scientifiques qui montrent ses vertus, le régime méditerranéen, qui protège notre santé physique, mais aussi mentale, puisqu'on peut citer une toute dernière étude de moléculaire psychologie qui montre qu'en adoptant le régime méditerranéen, eh bien, on limite les risques de dépression de 33%. C'est toujours bon à prendre. Donc, voilà, il est clair, c'est le premier constat, que les liens entre l'alimentation et la santé sont avérés scientifiquement. Mais moi, je fais un deuxième constat, c'est que bien que nous soyons tous finalement sensibilisés à cet aspect du lien entre nutrition et santé, eh bien, ça reste difficile de changer les comportements. Et ce, à mon avis, parce que notamment nous sommes bombardés de discours quand même assez contradictoires, parfois extrêmes, parfois confus. Et ça reste du coup difficile pour chacun d'entre nous de vraiment savoir ce qu'il faut faire et de passer à l'acte. Et ce, d'autant plus que l'alimentation, ce n'est pas seulement une question de nutriments pour faire fonctionner notre corps, mais c'est aussi une question plus intime. C'est en lien avec notre héritage familial, nos émotions, nos habitudes de vie, nos valeurs. Et puis, c'est aussi, bien sûr, une histoire de goût et de plaisir. Donc, c'est tous ces aspects que moi, j'ai souhaité prendre également en compte dans mon livre, la méthode douce pour mieux manger, donc aux éditions L'Éduc, en m'appuyant d'abord, évidemment, et en essayant de faire une synthèse des recommandations à date et qu'on peut retrouver formulées, par exemple, par le Plan national nutrition santé que je vous ai mis à l'écran. Donc, avec des recommandations qui ne sont pas parfaites, mais qui sont quand même tout à fait intéressantes. Le problème, c'est de se les approprier. Donc, d'où l'intérêt d'aller vers une méthode tout en douceur qui s'éloigne des injonctions, des discours culpabilisateurs. Et moi, je propose finalement la méthode des petits pas parce que je constate que souvent la marche paraît trop haute, que nous avons l'impression qu'il faut tout changer dans l'assiette. Et moi, je propose au contraire à mes lecteurs et aux patients que je reçois à mon cabinet, d'essayer de trouver les plus petits changements qui vont avoir déjà suffisamment d'impact. Et puis ensuite, par cercle concentrique, eh bien, on peut essayer d'ajouter de nouvelles petites habitudes pour au final arriver à une hygiène de vie favorable et agréable. Donc vraiment, pour résumer, l'idée, vous avez compris, c'est qu'à mon sens, il ne faut pas mettre la barre trop haut, il ne faut pas avoir envie de tout changer tout de suite, mais d'intégrer petit à petit des nouvelles petites habitudes. Alors, qu'est-ce que ça peut être comme nouvelles petites habitudes? L'une des premières que je propose et qui est l'objet du premier chapitre de mon livre, c'est de mettre des couleurs dans l'assiette. Alors, je propose comme petit pas de mettre au moins 3 couleurs dans l'assiette. Pourquoi? Parce que souvent, qui dit plus de couleurs va dire plus d'antioxydants. Ces fameuses petites molécules qui vont contrer l'oxydation de nos cellules et donc ralentir le vieillissement physique, mais aussi cérébral. Et où est-ce qu'on les trouve, ces antioxydants? Eh bien, précisément dans les pigments des fruits et légumes. Donc, ajouter de la couleur, c'est en général ajouter des fruits et légumes et ajouter ces fameux pigments. Par exemple, dans la tomate, eh bien, on a un pigment qui s'appelle le lycopène et c'est ce qui donne la couleur rouge. Dans la carotte, la bêta-carotène, c'est ce qui donne également la couleur orange. Donc, plus de couleurs, ça va aussi en général être plus de variété dans l'assiette. Puis, avouez que c'est un petit changement qui ne paraît pas très contraignant, qui est plutôt agréable. Ça va faire une assiette assez agréable à regarder. Et également plus de couleurs, c'est plus de variétés de nutriments, vitamines, minéraux, mais aussi fibres. Ces fibres dont on sait qu'elles sont si précieuses pour notre santé, je l'ai montré avec l'étude Nutrinet Santé, elles sont le carburant de nos bonnes bactéries. Hein. C'est 50 000 milliards de bactéries, de virus et champignons qui habitent notre corps. Et on sait aujourd'hui que ces bactéries ont de nombreux impacts sur l'organisme, que ce soit la digestion bien sûr, mais aussi l'immunité et même la santé mentale via le fameux axe intestin-cerveau. Alors ces fibres, on les trouve effectivement essentiellement, enfin même
complètement dans l'alimentation végétale, d'où l'intérêt d'essayer d'aller vers plus de fruits et légumes, mais aussi plus de légumineuses, plus de céréales complètes, plus également de graines oléagineuses qui vont être très intéressantes sur le plan de ces fibres et auxquelles je consacre aussi quelques-uns des chapitres de mon livre. Ces graines oléagineuses, ces légumes secs, ces céréales complètes, ce sont aussi des sources de protéines végétales. Et là, on est vraiment au cœur de la problématique de notre conférence d'aujourd'hui, puisque c'est en mettant plus de protéines végétales qu'on va aussi à la fois avoir un effet favorable sur notre santé, mais également sur la planète. On peut citer un tout récent rapport de l'OMS qui s'appelle Plant-Based Diets and Their Impact on Health, Sustainability and the Environment, et qui conclut qu'une alimentation largement végétale est favorable à la planète et également participe à la réduction des risques de mortalité prématurée, à la condition d'être également pauvre en sel, en graisses saturées et en sucre ajouté. C'est des aspects que je traite dans mon livre et auxquels je consacrerai un petit peu de temps également au Forum Santé Globale. Là, on va faire court, donc je ne vais pas y revenir. Mais là, j'aimerais vraiment mettre l'accent sur ces protéines végétales qui, effectivement, sont intéressantes à mettre au menu. Il ne s'agit pas forcément de devenir strictement végétarien. Justement, l'un des petits pas que je propose dans mon livre, c'est d'essayer de mettre un jour sur deux un repas végétarien au menu, ce qui fait 3-4 repas végétariens dans la semaine. C'est déjà quelque chose qui peut être intéressant et on peut considérer que si on met 50% de nos protéines, si on les prend 50% d'origine végétale, eh bien c'est déjà tout à fait favorable. Par ailleurs, évidemment, l'idée, c'est d'essayer que ces menus végétariens et l'ensemble de nos menus soient le plus maison possible, mais là encore, sans mettre la barre trop haut. Mais c'est vrai que la plupart des études épidémiologiques aujourd'hui mettent en évidence le lien entre un apport excessif de produits ultra transformés et des risques pour notre santé cardiovasculaire, sur l'obésité, sur la santé mentale. Or aujourd'hui, comme je vous l'ai mis à l'écran, à peu près un tiers de notre alimentation, ou plutôt de nos calories, qui viennent de cette alimentation ultra transformée. Si on en croit l'un des spécialistes les plus reconnus aujourd'hui sur cette question, Anthony Fardet, l'idéal, ce serait d'être à 10-15% de produits ultra transformés. Donc, vous voyez qu'on n'est pas non plus dans tout ou rien, que l'idée, ce n'est pas de se dire, oh là là, il faut absolument tout cuisiner maison, on ne peut rien acheter de manière industrielle. Voilà, encore une fois, il faut savoir raison garder. Moi, je traduis ça par l'idée qu'on peut conserver 1 à 2 produits ultra transformés par jour dans son alimentation sans que ça n'ait un impact forcément hyper défavorable. Alors peut-être juste un mot sur qu'est-ce que c'est un aliment ultra transformé. Donc là aussi, j'en C'est parle. la question que je trouve ça très intéressant parce que je voulais pas t'interrompre, mais je me suis dit, souvent on confond ultra transformé et industriel. Donc c'est pour ça, Absolument. précise bien. Ouais. Tout à fait. Alors j'y reviens évidemment longuement dans mon livre et j'en reparlerai aussi au Forum Santé Globale, mais en quelques mots, un produit ultra transformé, c'est un produit qui contient des ingrédients qui ont été transformés par l'agroalimentaire et dont les transformations sont suffisamment fortes, ça va être par exemple du chauffage à haute température, ça va être du broyage, pour que ça impacte la matrice, c'est-à-dire la structure même de l'aliment. Et en ayant impacté la structure de cet aliment, ça va avoir des conséquences sur le métabolisme, sur la qualité nutritionnelle finale de l'aliment. Donc, par exemple, on va avoir un produit qui est du blé à l'origine et qui va devenir le fameux sirop de glucose-fructose qui va être absorbé très rapidement par l'organisme et faire monter la glycémie fortement. Donc, c'est aussi en général des produits qui contiennent des additifs, des texturants, des colorants, des conservateurs, dont certains sont problématiques pour la santé, par exemple les nitrates. Et surtout vraiment des listes à rallonge qui s'éloignent vraiment d'une recette simple. Il y a en ce moment sur les réseaux, on compare des aides culinaires qui ont 15 ou 20 ingrédients par rapport à des carrés légumes, par exemple, de la petite start-up Carré Futé, où il y a juste les ingrédients naturels et avec un enrobage qui permet d'en faire comme des carrés de chocolat. Tout à fait. Tout à fait. C'est vrai qu'une liste à rallonge, ça suscite déjà quelques interrogations. Après, moi, le conseil que je donne souvent, c'est s'il y a des mots que vous ne comprenez pas
dans la liste des ingrédients. S'il y a des ingrédients que vous n'avez pas dans votre placard, je ne sais pas vous, mais moi, je n'ai pas de diglycéride, d'acide gras ou de carragénane dans mon placard, eh bien, c'est déjà un point de vigilance. Et vous pouvez essayer de voir si vous avez à côté, dans le même registre, un produit mieux formulé, sans forcément aller tout de suite dans le fait maison, qui est évidemment intéressant, bien entendu. Mais voilà, encore une fois, on n'est pas obligé d'aller non plus dans quelque chose de tout ou rien. Il nous Donc reste ça, 1 minute pour ta présentation, ça va, Sophie? Ouais. c'est parfait. 1 ou 2 minutes. J'allais terminer pour vous D'accord. dire justement que, comme là aujourd'hui, je ne peux pas être très exhaustif, il y avait un dernier point sur lequel j'avais envie d'attirer votre attention, qui était le comportement alimentaire. On se focalise souvent sur la nutrition au sens de la qualité nutritionnelle, c'est évidemment important, mais l'aliment, ça n'est pas que ça. Et donc, j'aimerais évoquer juste un instant avec vous l'importance de faire coïncider ce que j'appelle l'intention et l'attention. Donc, l'intention de changer, de prendre soin de son alimentation, ça passe évidemment par ça. Et puis, l'attention portée à ses habitudes, aux signaux envoyés par notre corps. Et quand ces deux-là sont connectés, intention et attention, que ça devient beaucoup plus facile, beaucoup plus agréable de trouver son équilibre vis-à-vis de l'alimentation. Et donc, c'est quelque chose sur lequel je reviendrai le 25 novembre, petit teasing. En attendant, n'hésitez pas à aller voir mon livre, La méthode douce pour mieux manger. Donc, il y a 33 petits changements pour améliorer au quotidien son alimentation sans trop se prendre la tête, encore une fois, et sans considérer que ça passe forcément par de multiples contraintes. Merci beaucoup, Sophie. Et vraiment, je partage également l'enthousiasme sur ton livre parce qu'il est vraiment très intéressant pour effectivement cette méthode de petits pas où on voit bien que, et on en parlait avec Yannick juste avant, si on se dit on fait un challenge pour mieux manger et qu'on revient à ses mauvaises habitudes juste après, ça marche pas. Donc, il faut mettre en place au fur et à mesure. On n'a pas zoomé, mais tu le feras peut-être le 25 novembre sur l'histoire de quantité. Donc, tu as parlé de qualité, etc. Mais il y a aussi, je pense, une problématique de quantité. Et c'est vrai que les gens qui viennent te voir, souvent, c'est déjà parce qu'ils ont des problématiques aussi peut-être de surpoids. Ils ont effectivement pris en compte cette problématique. Donc moi, je note les messages clés de… Pardon. Excuse-moi, je vais dire, c'est un point que j'aborde aussi dans le livre et que j'aborderai effectivement lors du forum. La quantité, je trouve que tu as parfaitement raison. C'est un point souvent oublié et sur lequel il est parfois facile de jouer sans justement se frustrer sur la qualité de ce qu'on mange, mais simplement parfois juste diminuer un tout petit peu les quantités. Ouais. Ça peut déjà faire une différence. Voilà, on a vraiment cette notion de portion, après de fréquence, et cette notion notamment de portion, elle rejoint la problématique environnementale de quantité, c'est-à-dire ne plus gaspiller et ne pas effectivement utiliser des quantités trop importantes. Donc, je noterai dans les messages clés des changements en douceur et puis l'augmentation des fruits et légumes, légumineuses, et d'accéder à ce qu'on appelle le régime flexitarien qui met moins en avant effectivement la viande, mais qui également fait un partage assez équilibré entre protéines animales, protéines végétales pour pouvoir avoir tous nos besoins nutritionnels. Donc maintenant, je vais être ravie d'accueillir… je perds ma voix. Je vais être ravie d'accueillir, c'est Charles. Hein, donc, tu vas réexpliquer dans quel contexte j'ai été amenée à trouver l'initiative Trailvisor très intéressante. C'est un peu le rêve de tout nutritionniste de pouvoir regarder un plateau et d'en définir quelles sont les calories et les nutriments. Donc, tu vas nous décrire un peu ce projet-là et dans quel finalement, comment tu peux être une solution pour optimiser nos apports alimentaires, ce qui est un petit peu accompagner ces fameux petits pas, que ce soit à la maison avec une appli ou bien en restauration. Oui, alors merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravi de pouvoir participer aujourd'hui. Vous voyez bien mon écran, je viens de le partager. Oui, c'est parfait. Ok, c'est parfait. Alors, en fin de compte, pour faire la suite effectivement de ce qu'a pu aborder Sophie, qui est extrêmement positif, puisque c'est la nutrition, l'alimentation santé, qui est un élément extrêmement important dans la prévention des troubles alimentaires et des maladies de la nutrition. Nous, d'une certaine manière, on intervient un petit peu après, lorsque la maladie est là. Et donc, voilà, je vais vous présenter aujourd'hui Foods in Tech, donc, qui est la solution numérique que nous avons développée et qui est donc distribuée désormais par Trailvisor. Donc, vous avez les coordonnées de Diane ici qui n'a pas pu participer, mais je vais tâcher… Qui sera là à Strasbourg. Voilà, à Strasbourg, tout comme moi, donc au plaisir chacun de vous rencontrer là-bas.
Donc, voilà, je suis ravi de pouvoir vous présenter Foodintech. C'est une solution qui est issue de la recherche clinique avec le CHU de Dijon et qui vise à automatiser le relevé de la prise alimentaire des patients dénutris à l'hôpital et en EHPAD, que l'on appelle l'Ingesta et qui, effectivement, comme tu le disais, est un élément extrêmement important dans le diagnostic et la prise en charge des troubles nutritionnels et de la dénutrition. Donc, qu'est-ce que la dénutrition? Eh bien, c'est la couverture insuffisante et prolongée des besoins nutritionnels. Et il faut savoir qu'en fait, nous sommes tous concernés. En effet, si 10% des adultes sont concernés en population générale, 40% d'entre nous pouvons l'être une fois hospitalisés. Et c'est encore plus grave pour les personnes âgées qui sont jusqu'à 70% à l'hôpital en France à souffrir de dénutrition. Alors, cette maladie impacte considérablement le pronostic de guérison. Elle augmente la durée de séjour et le risque de réhospitalisation. Son surcoût est également énorme à l'échelle d'un séjour hospitalier avec 1 336 € en plus du fait d'un séjour plus long et de complications plus lourdes, ce qui tente à démontrer une implication plus importante du personnel soignant et des traitements plus lourds et plus longs pour les patients. Ce qui doit permettre de mieux prendre en charge cette maladie, c'est donc entre autres choses, une mesure précise de la prise alimentaire afin d'adapter au plus vite le repas aux capacités et au goût de chaque patient. Puisque les patients ne mangent finalement pas leur plateau, le plateau qui leur est servi, la dénutrition induit de facto un gaspillage alimentaire important. Et ce qui fait le lien avec le thème aujourd'hui de notre webinaire sur l'écologie et la planète. Puisque ici, je vous affichais des chiffres qui sont assez impressionnants, fournis par l'ADEME sur une étude en 2016, c'est assez récent, sur l'impact et le coût du gaspillage pour la collectivité à l'hôpital en France. 420 millions d'euros par an et 750 000 tonnes de CO2 qui sont gaspillées chaque année. Donc, c'est pourquoi nous avons souhaité, grâce à Foodintech, automatiser la pratique existante en la fiabilisant, la systématisant, à tous les patients qui entrent dans un service qui est équipé de notre solution, qui est, comme je vais vous le montrer, et qui est basée sur l'intelligence artificielle. La pratique courante que l'on vise à optimiser et remplacer est de compléter un formulaire papier par les aides-soignantes qui relèvent de manière semi-quantitative visuelle ce que le patient a été en capacité de consommer du plateau qu'on lui a servi. Cette démarche, qui est pratiquée sur prescription médicale en règle générale sur une période de 3 jours, est peu précise, elle est chronophage et de fait, elle est limitée aux patients qui sont plus ou moins déjà diagnostiqués pour des troubles nutritionnels. En l'automatisant, grâce à l'intelligence artificielle et la photo, nous souhaitons la systématiser à tous les patients et ainsi augmenter le nombre de détections, puis de diagnostics et évidemment la prise en charge. Alors, comment faisons-nous ? Foodintech, c'est une solution légère, une solution qui est basée sur une application mobile Android qui est destinée aux professionnels dans un hôpital, je le rappelle, un établissement sanitaire ou un établissement médico-social, que l'on va fixer sur le chariot de distribution puis de débarrassage des plateaux repas et qui va photographier le plus automatiquement possible avant et après que le patient ait consommé sans manipulation. Les plateaux sont équipés d'un QR code pour l'appairage des photos et les plateaux disposent déjà d'une carte plateau qui précise ce qui a été servi au patient et qui est le patient. Nous lisons donc cette carte pour l'identifier dans le système d'information. L'IA reçoit ensuite les couples de photos repas et compare l'avant et l'après pour calculer précisément plat par plat la portion manquante sur chaque plateau. Avec l'intégration au système d'information, nous savons alors valoriser nutritionnellement chaque recette et donc chaque portion consommée. Il s'agit de l'ingesta en langage nutritionnel. De fait, nous proposons d'une part des tableaux de suivi dans la durée du séjour pour chaque patient, aux diététiciens et aux médecins qui le souhaitent, mais aussi ce que l'ensemble des patients n'ont pas consommé pour un suivi par les administrateurs de la restauration et de l'établissement du gaspillage alimentaire. Par ailleurs, et c'est ça qui est extrêmement intéressant, nous sommes dès lors, puisqu'on surveille a priori tout le monde, en capacité via un moteur d'alerte d'alerter sur une consommation qui pourrait être à risque et donc
avertir les diététiciens cliniques d'un besoin de diagnostic et de pouvoir améliorer le nombre de patients qui soient détectés. Alors voici un exemple de l'application que l'on a développée, qui est l'application web qui est destinée aux diététiciens et médecins et qui permet de suivre la consommation de chaque patient dans Food Intake. On peut voir ce que le patient consomme, ne consomme pas, est-ce que ses apports nutritionnels sont suffisants, faut-il prendre en charge et adapter sa commande repas. Il est également possible de revoir toutes les photos prises et donc de les confirmer visuellement avec l'œil d'un être humain. L'intelligence artificielle ne prend pas les décisions toute seule, évidemment, mais elle calcule automatiquement l'ensemble des prises alimentaires de chaque patient. Ici, on voit une interface qui est dédiée aux administrateurs de la cuisine, des finances ou tout autre administrateur d'établissement qui souhaite piloter le gaspillage et la satisfaction, puisque ce qui a été jeté d'un côté, on peut voir également ce qui a été consommé et l'évolution de ce niveau de consommation, donc de la satisfaction, de manière macro et micro, en disposant de taux de consommation par plat qui évoluent effectivement dans le temps, avec une valorisation moyenne des coûts et de l'impact environnemental que ça représente pour l'établissement. Voilà, j'espère avoir été suffisamment clair dans ma courte présentation. Encore merci pour l'invitation, mais je serai présent effectivement le 25 à Strasbourg, donc au plaisir d'échanger avec vous. Et puis, si jamais vous représentez un établissement sanitaire ou social, n'hésitez pas à nous contacter avec Diane, on se fera un plaisir de vous présenter Food Intake. Alors moi j'imagine, très clairement, après d'autres applications parce que là tu as montré, l'application au niveau, de pathologie, d'hospitalière, mais, imaginons, Sophie, que tu puisses, équiper, tes patients, d'un dispositif qui permettrait de savoir vraiment ce qu'ils mangent et que pouvoir, justement les aider à optimiser, des journées, ça pourrait être vraiment génial. On en reparlera, on en reparlera ensemble, à Strasbourg? Ouais. Juste pour répondre rapidement, effectivement, Ouais. notre objectif, c'est la détection pendant le séjour hospitalier de troubles nutritionnels. C'est ensuite le retour à l'EHPAD pour les patients âgés et donc d'avoir cette continuité dans le quotidien de la vie en établissement d'hébergement. Et ensuite, parce que la technologie doit évoluer, parce que ça implique énormément de contraintes à domicile pour prendre en photo ces plateaux, on espère pouvoir atteindre cet objectif qui est, 1, le maintien à domicile et 2, la prévention directement des patients hospitalisés avec le travail avec les médecins traitants d'une part et puis les diététiciens libéraux d'autre part, évidemment. Ouais, tout à fait. Merci beaucoup. On va passer sur la deuxième thématique, qui est le deuxième A, activité physique, avec Yannick. Je vais te redonner ton micro parce que j'enlève les micros quand vous ne présentez pas. Hop, tu as ton micro qui se remet. Activé. Voilà, tu peux activer ton micro, Yannick. Il ne veut pas s'activer. Ça y est, voilà. Parce qu'en fait, ça fait des interférences par moment. Donc Yannick, effectivement, comment faire? Parce que je pense que là, les constats, et d'ailleurs, Sophie, tu as fait très court aussi sur le constat, parce que tout le monde maintenant partage ces constats un peu alarmistes sur l'alimentation et l'activité physique. Comment on peut optimiser notre niveau d'activité physique, le faire progresser, l'améliorer? Et notamment pas. Alors, la tribune, j'ai vu qu'Éric Rambourg aussi demandait et a repartagé les données d'Anthony Fardet, et bien sûr, les présentations, on pourra vous les envoyer après. Donc voilà, Yannick, 10 minutes pour faire changer le monde. Vaste question. En fait, voilà, moi je suis médecin du sport, mais je suis aussi cofondateur de l'Université citoyenne de prévention santé et je suis très sensible à la prévention. Et je dis toujours à mes étudiants, la prévention en santé, ça s'appuie sur une seule phrase. Cette phrase, c'est plus bouger, mieux manger, bien dormir. Alors, souvent on oublie d'ailleurs le sommeil, Oui. parce que même si on élimine les 2 facteurs de risque que sont l'inactivité physique et la malbouffe, le sommeil, indépendamment, seul, est quand même un sujet très important. Donc les 3 piliers de la santé, c'est plus bouger, mieux manger, bien dormir.
Alors, le mieux manger, vous en avez parlé, et c'est vrai que j'ai écrit une tribune dans Le Monde assez récemment avec Anthony Fardet, justement. Nous avons écrit une tribune commune sur justement ce parallélisme entre, et notamment pour la planète, vous avez tout à fait raison, sur le One Health, sur justement ce parallélisme dans l'éducation entre comment devenir plus actif et comment mieux manger. Car pour nous, tout vient de l'éducation. Pour que les bonnes habitudes soient pérennes, il nous semble qu'il faut démarrer dès le plus jeune âge. D'accord ? Et comme on le dit, on parle beaucoup actuellement de réduire, à juste raison, hein, les inégalités de santé, mais comment des parents qui ne savent pas ce que c'est que l'alimentation ultra transformée, qui ne savent pas ce que c'est que la sédentarité, pourraient enseigner à leurs enfants la bonne alimentation et le fait qu'il faut se lever de cette chaise. Donc, pour nous, ce n'est que l'éducation nationale qui peut justement réduire donc les inégalités de santé qui sont intolérables pour le médecin que je suis, mais on ne peut pas tout mettre sur le compte des parents parce que les parents ne savent pas. Alors, les parents ne savent pas quoi ? Eh bien, les parents ne savent pas ce que c'est que la sédentarité. La sédentarité, c'est rester quotidiennement plus de 8 heures assis par jour. D'accord ? Premier facteur de risque, qu'il ne faut pas confondre avec un deuxième facteur de risque, qui est l'inactivité physique. L'inactivité physique, c'est quoi ? C'est faire moins de 30 minutes par jour d'activité physique. Si on prend la plus courante, qui est la marche, je marche moins de 30 minutes par jour. Et j'insiste aussi bien pour la sédentarité que pour l'inactivité physique, c'est tous les jours. C'est tous les jours. C'est pour ça que je m'oppose un peu au sport santé, bien que je sois médecin du sport, mais faire du sport le samedi, dimanche et le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, être inactif et sédentaire, ça ne marche pas pour la santé. Ça ne marche pas pour les bénéfices santé. Donc, il faut nuancer un peu cette histoire de sport santé et le fait de mon quotidien, et c'est pour ça que l'éducation est importante là-dessus, comment, dans mon quotidien, être tous les jours moins sédentaire, c'est-à-dire ne pas faire plus de 8 heures par jour assis sur une chaise, et comment, dans mon quotidien, marcher, si on prend l'exemple de marcher, plus de 30 minutes tous les jours. C'est ça qui est important. Et il nous semble que pour arriver à ça, dans le contexte actuel, il faut en tous les cas que l'éducation nationale prenne sa part, aussi bien dans l'éducation pure, enseigner, mais dans le faire, c'est-à-dire au moins au primaire, il faut faire. Alors pour les enfants en plus, les recommandations OMS sont différentes. Pour l'activité physique, c'est 60 minutes par jour. Un enfant de 7 à 17 ans, si on met ça, les recommandations OMS, c'est pas 30 minutes, c'est 60 minutes. Or, on sait qu'en France, plus de 80% des garçons et plus de 90% des filles, c'est-à-dire que ça va faire du 100%, ne font pas ces recommandations OMS. Donc, c'est ce que j'appelle, donc on est devenus tous des addicts à la chaise, une véritable addiction à la chaise. Nous passons notre vie dans un canapé ou dans une chaise. Et moi, je dis que c'est un véritable tsunami sociétal. On ne se rend pas compte que nous sommes porteurs de deux nouveaux facteurs de risque, une activité physique et sédentarité. Imaginons que depuis nos enfants, on les fasse boire et fumer dès la plus petite enfance. Vous imaginez ça, vous ? Eh bien, nous sommes porteurs de deux nouveaux facteurs de risque. Nous ne nous en rendons pas compte. Parce que si nous fumons ou si nous buvons, on sait qu'on n'est pas dans la ligne droite d'une bonne santé. Par contre, on ne sait pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on est inactif. On ne sait pas qu'on est sédentaire. C'est pour ça que je dis c'est un tsunami. La vague se forme. Et dans quelques années, cette vague-là, comme le tsunami, s'écroule sur nos côtes, n'est-ce pas ? Et la médecine ne va pas s'en relever au niveau économique, au niveau humain, au niveau de notre système sanitaire. C'est clair. Donc, on essaye d'être des lanceurs d'alerte, nous médecins, par rapport à ces deux problèmes-là, mais voilà. Et on a déjà des marqueurs de ça. Les enfants du 21e siècle, les jeunes du 21e siècle ont perdu 25% de leur capacité physique par rapport à ceux de la fin du 20e siècle. Or, on sait, et j'en aurais terminé, que la capacité physique est le meilleur marqueur de santé. Ce n'est pas notre chiffre d'hypertension artérielle, ce n'est pas notre chiffre de cholestérol, ce n'est pas notre chiffre de glycémie. Tout ça, c'est de la médecine. Non, le meilleur marqueur de santé, c'est la capacité physique de quelqu'un. Tu peux détailler un petit peu ce que c'est la capacité ?
Un tout petit peu? T'as encore un petit peu, hein? Normalement, c'est une mesure, hein, c'est la VO2 max, hein, on mesure la consommation d'oxygène. Donc, on met les gens sur un vélo ou sur un autre ergomètre, un tapis de course, par exemple, on leur met un masque, on mesure leur capacité d'oxygène. Ça, c'est la vraie mesure. Alors, bien évidemment, ce n'est pas. Mais on peut, par exemple, il y a un bon test qui est fait chez les adultes, c'est de pouvoir monter 4 à 5 étages sans céder de la rampe assez rapidement. Si je peux monter ces 4 à 5 étages, je suis en capacité, j'ai une assez bonne capacité physique. On parle par rapport aux adultes. Et ça, tu sais, il y a aussi cette femme à Lille, là, j'oublie son nom, mais qui travaille sur le cœur des femmes, qui le dit, notamment pour les femmes qui se surveillent moins. Voilà, Claire Mounier, tout à fait. Et qui dit 4 étages. Nous, on est au 4e, justement. Et je vois, quand on arrive, celles qui sont essoufflées ou pas, et on dit, oh là, va peut-être falloir qu'elle fasse quelque chose. Et alors, tu disais, donc, capacité physique, éducation. Donc, éducation dès le plus jeune âge. Tu es sans doute au courant du manifeste de Open Agri-Food Orléans pour inscrire l'éducation à l'alimentation dans les manuels scolaires. Est-ce qu'il ne faudrait pas un peu joindre les forces et effectivement dire il y a à la fois l'éducation à l'alimentation et l'éducation à l'activité physique? Oui, c'est ce qu'on a écrit dans Le Monde avec Anthony Fardet. On dit que c'est un même combat. Hein, c'est un même combat. Alors, la différence qu'il y a avec l'activité physique, c'est qu'on dit il faut faire. Alors, par exemple, je vous prends un exemple, et je l'aurai terminé, mais quand on dit qu'il faut réduire le temps d'école pour que les enfants puissent faire du sport, c'est une idiotie monstrueuse. Il a été démontré que quand vous réduisez ça, les enfants font 1 heure ou 2 heures de plus de numérique, d'écran, et pas de sport. C'est-à-dire qu'on va encore plus creuser le fossé. Donc, l'activité physique… Inclure l'activité dans le scolaire. Ok. Et bien ça, écoute, on en reparlera après. Je te ferai rencontrer justement Florence Duprat, qui est la directrice d'Open Agri-Food, et voir comment on peut associer, parce que pour moi, c'est essentiel, les 3 A. Hein. Et le 3e A qu'on va voir maintenant avec William. Alors, on ne va pas voir William parce que il a carrément disparu complètement. Complètement disparu. Il était là depuis tout à l'heure et là, il vient de disparaître. Qui devait nous faire le zoom sur les addictions. Il va sans doute pouvoir se reconnecter. Je regarde mon petit téléphone. Juste au moment de… Je ne sais pas ce qu'il a fait. Voilà. Génial. Ouh. Écoute, oui. Est-ce que vous m'entendez? On t'entend très bien, on ne te voit pas, mais je mettrai un 4x3 à Strasbourg, on se rattrapera. William, oui, ça sera un plaisir par rapport à ce que je viens d'entendre de se retrouver à Strasbourg, un plaisir et une complémentarité, parce que ce soit pour Sophie Janvier, les stratégies de step by step en ce qui concerne les addictions, de pas à pas, de la progressivité, sont vraiment dans cette philosophie de réduction des risques dont je voudrais vous parler aujourd'hui, et que ce soit pour la dernière intervention, eh bien vous savez à quel point les addictions ont des répercussions, des méfaits sur bien des items, dont celui du sommeil qu'on oublie toujours de citer et que Yannick a rappelé fort justement. Alors, addiction et planète, et santé au quotidien. On rejoint là un peu la trame des discours, mais si les connaissances sur les addictions se sont réellement améliorées à la fin du XXe siècle et au début de celui-ci, il faut dire que les stratégies de santé des addictions, de politique des drogues, pour parler simplement, reste bien déficiente. Pour beaucoup, le XXe siècle aura été le siècle le plus stupide de l'humanité sur la politique des drogues, et la question qui en découle est de savoir si le XXIe siècle va lui emboîter le pas. Et une des réponses pour que cette réponse soit tristement au rendez-vous, d'emboîter le pas, c'est de comprendre ce que peut être une philosophie de réduction des risques et une façon d'échapper à ce que j'appelle la tyrannie de l'idéal.
Donc, je vais essayer de m'en expliquer. Parce que les conséquences des addictions, ce qui nous fait nous rejoindre aujourd'hui, ne sont pas bonnes non seulement pour la planète, mais pour le fonctionnement démocratique de la planète. Les conséquences sanitaires, vous les connaissez, que ce soit pour les drogues légales, tabac, alcool, médicaments, que ce soit pour les drogues dites classées illégales, cannabis, héroïne, cocaïne, etc., etc., c'est quand même plus de 130 000 morts par an en France. Je vous rappelle que le Covid a fait 150 000 morts en 2 ans. Nous, depuis le début du 21e siècle, nous avons dépassé largement le 1,5 million de Français tués par les addictions, avec ce que ça veut dire en termes de conséquences familiales. Donc, les conséquences sanitaires, mais aussi les conséquences économiques. Parce qu'avec une telle mortalité, une telle morbidité, vous imaginez bien que les coûts à la fois sanitaires mais aussi sociaux dépassent largement les taxes qui reviennent à Bercy chaque année, ne serait-ce que pour le tabac et l'alcool. Mais aussi les conséquences sécuritaires. Longtemps, on a parlé, bien sûr, de la Colombie, du Nicaragua, des pays d'Amérique du Sud en danger, éventuellement un peu des problèmes en Espagne. Mais là, on parle de la Belgique et Pays-Bas qui deviennent menacés par des corruptions massives et donc qui deviennent menacés de devenir à leur façon des narco-États. Nous en sommes à des narco-quartiers. Donc, en ce qui concerne les conséquences sociales et sécuritaires, vous voyez que le problème ne va pas en s'améliorant avec ces trafics et des stratégies qui n'ont fait qu'enrichir, hélas, Mafia sans frontières et continuer de nous menacer. Un petit mot aussi sur les conséquences climatiques. Il a été évoqué à quel point l'addiction aux écrans, ou en tout cas la conséquence des consommations des écrans, était en expansion incessante, continue. Je ne sais pas s'il ne faudrait pas un jour définir une empreinte carbone par rapport aux écrans, une empreinte individuelle. Hein, on sait bien ce que c'est que d'avoir cette hyperactivité des écrans, cette façon de garder tant de données avec les conséquences climatiques. Mais je vais revenir un peu sur ces stratégies qu'on pourrait proposer aujourd'hui, parce Exactement. que les stratégies qui ont été celles du XXIe siècle, c'est-à-dire essentiellement répressives, ont échoué à protéger aussi bien les individus, les personnes, que les sociétés. Le constat, fût-il dérangeant, il est celui-là. Dans la politique suisse, il y a longtemps que l'approche a été complétée en faisant 4 piliers. La répression, à condition qu'elle soit utile. La prévention, à condition qu'elle en ait les moyens et des vrais changements, là aussi, on va dire, de logiciel. Le soin, évidemment, la médecine des addictions et la réduction des risques. Et c'est là que c'est intéressant parce que la réduction des risques rencontre dans notre pays des résistances par rapport à cette tyrannie de l'idéal. Elle nous choque, car elle n'est pas en fait l'idéal. Elle nous fait hésiter, elle est presque contre-intuitive. Alors que quand les politiques, par exemple, sont en difficulté, ils savent bien nous expliquer que le risque zéro n'existe pas, que ça soit pour le terrorisme, ou même nous serions en plein emploi quand il y aurait 3,5% de chômeurs. Mais parfois, pour revenir droit dans leurs bottes, politiquement parlant,
On a ce discours de tolérance zéro qui revient. Or, aujourd'hui, même s'ils adorent cette idéologie, cet idéal, pourrais-je dire, les philosophies sanitaires qui ont mieux marché, c'est celle de réduction des risques. Je prendrai qu'un exemple qui est un exemple violent quand même du temps du sida. C'est que quand Madame Michel Barzac, en 1987, remet en circulation, en accessibilité, la mise en vente libre, en quelque sorte, du matériel d'injection, on va réduire très rapidement la transmission par des seringues trop peu nombreuses depuis 1972, loi qui avait interdit la vente libre des seringues pour, soi-disant, diminuer les overdoses. Je m'arrête un instant là-dessus. Vous vous rendez compte, dans une politique de prévention et de réduction des risques, ça veut dire de rendre inaccessible ou difficilement accessible un outil qui, quelques années plus tard, va transmettre le VIH et l'hépatite C parce que simplement, il était difficile à trouver. Pas parce que les usagers de drogue par voie veineuse adoraient partager leurs seringues. Attention à cette toxicomanie des idées reçues, quoi. Donc en 87, premier pas, la remise en vente libre du matériel d'injection, et enfin, en 94, l'arrivée des traitements de substitution qui feront que certains médecins, dont votre humble serviteur, seront traités de dealers en blouse blanche ou de donner de la drogue aux drogués. Et les dealers en blouse blanche, la drogue aux drogués, plus les mesures de réduction des risques ont permis juste de sauver des dizaines de milliers de vies. Diminution des overdoses, diminution de la transmission du VIH-Sida et, ce qu'on n'avait pas tout à fait prévu, je vous l'avoue, diminution de l'insécurité. Les braquages de pharmacies disparaissent. Donc, pour une addiction qui apparaissait très violente, immédiatement ou presque, des résultats ont été au rendez-vous. Est-ce qu'on ne peut pas les décliner dans les autres addictions? Est-ce qu'on ne peut pas sortir, comme il était dit tout à l'heure, là aussi, du tout ou rien? Est-ce qu'on ne peut pas s'éloigner d'une sorte de discours contre-productif qui nous est formaté en sanitaire, pour ne pas dire en médecine? Un diagnostic parfait, un médecin parfait, un traitement parfait et surtout, un patient parfait avec une adhésion et une observance parfaite. Est-ce que c'est ça la réalité du quotidien? Est-ce que la réduction des risques va apporter? C'est ce constat, il va falloir faire avec les personnes que l'on dit vouloir aider. Il va falloir faire avec leur comportement, leurs habitudes, leurs croyances, leurs réticences. Et c'est ainsi que la réduction des risques, elle peut nous sembler parfois contre-intuitive. Mais je vous donne un exemple. Si on a une méthode idéale, mais que cette méthode, cette stratégie idéale ne s'applique finalement qu'à 5% de la population ciblée, ce qui est le cas, par exemple, des sevrages radicaux purs et durs. 100% par 5%, on est d'accord qu'on va arriver à 5% de bons résultats. Imaginons maintenant, comme pour le tabac avec la vape, voire d'autres stratégies de substitution nicotinique, qu'on soit avec un résultat moindre, 95%, 80% même pour être méchant, mais 80% de résultats qui s'adressent efficacement, avec plaisir, à 60% de la population. On a multiplié par 10, on est passé de 5% à 48% ou 50%, les bons résultats. C'est-à-dire là, on vient de gagner avec une réduction des risques. Eh bien, juste 50 000 à 60 000 vies, quoi.
Alors, bien sûr, c'est contre-intuitif. Bien sûr, ce n'est pas 100%. Bien sûr, il reste une addiction, par exemple, à la nicotine. Mais est-ce que notre tabac, dans l'exemple, est-ce que notre projet, dans l'exemple du tabac, ne doit pas bouger d'objectif? C'est contre la combustion qu'il faut se battre. C'est la combustion qui tue. La lutte contre le tabagisme reste un idéal qu'on peut garder, mais en pratique, c'est pas la nicotine qui tue. Elle rend dépendante, mais c'est pas elle qui tue. C'est pas le tabac même. Si on prend l'exemple du snus des Suédois qui tuent 3% de cancer du poumon dans leur pays, le taux le plus bas pour ceux qui utilisent le tabac, alors que nous, on est 10 fois plus haut. C'est bien la combustion. Et on va avoir ce souci-là aussi avec le cannabis. Parce qu'on voit bien que c'est un échec que les Américains ont mesuré. Eux, ils n'ont pas mis 150 gendarmes de plus à Marseille ou Saint-Tropez. Ils ont mis des milliards de dollars avant de changer ces dernières années et de libéraliser pour des raisons à la fois économiques et peut-être sanitaires, à mon avis, beaucoup plus économiques que sanitaires. Donc la lutte contre le tabagisme doit devenir une lutte contre la combustion. Et s'il me reste quelques minutes, je voudrais décliner un acronyme qui puisse vous faire sourire, puisque si on prend les problèmes de cette planète en termes d'addiction, on pourrait prendre les initiales d'opioïdes, de cannabis, de tabac, d'alcool et de cocaïne, hein, qui est en nette augmentation, pour faire au cétacé. Au cétacé. Oui, c'est assez de voir que l'on continue, je le dis avant la Coupe du Monde, de toujours remettre sur le terrain, non pas une équipe qui perd, mais une stratégie qui perd. Et si vous voulez bien, à Strasbourg, on se retrouvera pour parler de stratégie de réduction des risques aussi pour l'alcool, pas simplement pour le tabac. On se retrouvera pour parler de stratégie de réduction des risques pour le cannabis, avec en plus, comme ça a déjà filtré dans les interventions précédentes, la protection, la prévention des plus vulnérables, c'est-à-dire des plus jeunes. Pas simplement dans leur addiction à la chaise ou au canapé, avec une question qui demeure pour l'alimentation comme pour la sédentarité. Comment retarder l'âge des premiers usages, des premiers méfaits pour les substances psychoactives? Comment retarder l'âge des premiers abus? Cette question-là, ô combien sociologique, médicale, sanitaire, tout ce que vous voulez, en termes de réponse, elle reste à construire. Plus tôt on intervient, même avec ce fameux mammouth de l'éducation nationale, dans les domaines qui nous intéressent, mieux, plus importants seront nos résultats. Comment retarder l'âge des premiers usages et des premiers abus? Mais je suis sûr que nous aurons des idées en commun à Strasbourg. Et encore une fois, je voudrais insister en donnant un dernier exemple qui est celui qui m'avait éclairé il y a bien longtemps sur la réduction des risques. On était dans une conférence à Berlin, je crois que c'était 89. Et paradoxalement, si j'ose dire, c'était un Américain, parce qu'ils sont durs, les Américains, à cette époque-là, et sur le sida et sur les addictions. Et l'Américain arrive et dit, écoutez, je vais vous expliquer comment faire par rapport à la réduction des risques dans le sida. Il dit, si vous ne voulez pas attraper le sida, ne vous droguez pas. Là, on était un peu déçus. Comme scoop, on attendait mieux. Mais tout de suite, il surenchérit. Si vous vous droguez, ne vous shootez pas. Ah oui, il y a un axe là. Et il continue. Mais si vous vous shootez,
ne partagez pas votre seringue. Et il conclut, et si vous partagez votre seringue, nettoyez-la à l'eau de Javel. Ce qui n'était pas forcément idéal pour toutes les stratégies, y compris hépatite C. Mais voilà quelque chose qui permettait d'inclure absolument tout le monde. Il n'y avait pas que les gens qui ne se droguaient pas. On était dans un réalisme et un pragmatisme, step by step ou décliné, qui permettait réellement, et ça a été le cas, de prendre en considération, encore une fois, toutes les personnes qu'on dit vouloir aider, mais comment aider les personnes quand au quotidien, ce qu'on propose est une tyrannie de l'idéal qui ne fonctionne pas. Tu nous laisses sans voix parce que je trouve que tu fais vraiment le lien avec tout ce qu'on s'est dit et on voit tellement le champ d'actions qu'on pourrait mettre en place, notamment grâce à l'éducation. Donc vraiment, je pense qu'à Strasbourg, ça va être vraiment très intéressant qu'on soit tous ensemble parce que c'est bien hein, les webinaires et les visios, mais je pense que quand on va être ensemble, on va pouvoir peut-être élaborer une stratégie et faire bouger les choses. Il nous reste l'intervention justement d'une solution que je trouve très intéressante. Alors peut-être que Geoffrey va nous dévoiler les deux aspects. Comme vous avez tous répondu à chaque fois le lien avec la planète, on n'aura pas la dernière partie qui était ma dernière question, c'était l'impact sur la planète, ce qui nous laisse les 5 bonnes minutes pour Geoffrey de nous expliquer Quit et puis ensuite un petit mot de conclusion chacun que vous pouvez commencer à préparer pendant que Geoffrey fait la présentation de Quit. Là, voilà, je pense que voilà. Je te remets le micro, Geoffrey. Il faut que tu réactives ton micro. On ne t'entend pas. Il faut que tu réactives ton micro. Voilà, c'est bon. Et du coup, est-ce que vous m'entendez bien? Vous voyez l'écran? Et on voit l'écran. Parfait. Super. Très bien. Donc, rapidement, petite présentation, même si c'est difficile de passer après le Dr. Lovenstein. Ouais. Il y a 2-3 angles où je ne suis pas à 100% d'accord, mais bon, on pourra en rediscuter à Strasbourg. Et donc, chez Quit, on change un peu la manière de traiter les addictions, puisqu'on est assez d'accord sur le fait que pendant des années, on a essayé quelque chose et que ça ne marche pas. Et si ça devait marcher, il y aurait beaucoup moins de fumeurs et de gens addicts sur Terre, et entre autres en France, et les comportements addictifs. Le constat, tout le monde ici le connaît, hein, que ce soit la cigarette, c'est plus d'1,3 milliard de fumeurs dans le monde, qui causent en moyenne un décès toutes les 6 secondes, que ce soit lié au tabagisme passif. Et pour les gens avec des alcools dépendance, on est à 1/3 milliard dans le monde et avec, pareil, 3 millions de décès. Et c'est 50 000 en France pour l'alcool et 70 000 en France par an pour la cigarette. Rapidement, donc moi j'étais un fumeur et je cherchais une solution pour m'aider à arrêter de fumer. Il y a déjà pas mal d'années. Et ce que j'avais trouvé m'a pas plu, donc j'ai décidé de faire ma propre solution, qui finalement a plu à beaucoup de monde et qui repose sur 3 principes principaux, 3 principes essentiels. Donc les premiers, c'est les thérapies comportementales et cognitives. Donc on a un peu digitalisé et transformé en coach virtuel une application. On a rendu ça très ludique, parce qu'à force de dire aux gens que arrêter de fumer c'est dur, arrêter de fumer c'est stressant, ils finissent par le croire. Alors qu'en fait, on a ramené de la légèreté dans une épreuve difficile. Et on a une approche assez holistique qui ne va pas seulement traiter un type de dépendance, mais qui va permettre de traiter tous les types de dépendance, que ce soit du contenu éducatif, un accès à des modules pour prendre des substituts en complément des programmes, etc., etc. Et aujourd'hui, on a une efficacité plutôt élevée, puisque après 3 mois, on a plus de 8 utilisateurs sur 10 qui se considèrent comme non-fumeurs et 9 sur 10 qui recommanderaient l'application à leurs amis. Alors, rapidement, quelques écrans. Donc, en gros, on a d'abord une partie pour accompagner vers l'arrêt en 9 étapes ou 9 jours, avec des activités à faire, du contenu, des comportements à mesurer, beaucoup de feedback. Et donc, on va augmenter le niveau de confiance et de préparation des utilisateurs au fur et à mesure de ces 9 jours. Et la partie principale de l'application, où on a la plupart des gens qui arrivent déjà avec une date d'arrêt en tête, qui était aujourd'hui, demain ou hier. Et donc, ces gens vont à la fois pouvoir mesurer leur progrès, savoir depuis combien de temps ils ont arrêté, l'argent économisé, leur impact pour leur santé ou pour leur planète. On a rendu ça très ludique.
On a une partie journal où ils peuvent revoir tout ce qui s'est passé dans leur nouvelle vie de non-fumeurs. On a pas mal d'outils qui permettent de faire face aux envies, donc basés sur le cognitif et comportemental. Avec, quand on a envie de fumer, on va lancer l'app, on va indiquer qu'on a envie de fumer, et là, on va demander à la personne comment elle se sent, ce qu'elle est en train de faire, et lui proposer un jeu de stratégie qu'elle pourra étoffer pour justement éviter cette envie de fumer qui dure au final que 3 minutes. Il y a une partie communautaire avec des groupes de soutien anonymes et des accès à des experts où les utilisateurs peuvent chatter avec des tabacologues, des experts en sommeil, en nutrition, donc les sujets du jour, et en gestion du stress, et finalement toute une partie de contenu qui permet d'éduquer le fumeur sur les thématiques qui le touchent, et pas seulement la cigarette, mais tout ce qu'il y a autour. Donc je vais passer vite, on est très apprécié de nos utilisateurs. On a plus de 84 000 notes, donc plus de 84 000 personnes qui ont laissé une review, qui sont toutes de qualité, puisqu'on a quasiment la note maximale. Et on est une app mondiale, puisqu'on est traduit en 16 langues. On a un peu plus de 3 millions de personnes dans le monde qu'on a déjà accompagnées. Et on voit qu'on couvre finalement pas mal de continents, excepté l'Afrique. Et on s'est dit au début d'année qu'on allait maintenant nous attaquer à une deuxième addiction qui est l'alcool. C'est là qu'on s'est rencontrés. C'est là que j'ai connu. Exactement. Ouais. Et donc l'application sortira le mois prochain pour être prête pour le prochain Dry January. Et là, on va plutôt axer sur les compétences psychosociales. Donc on va travailler sur ces compétences psychosociales, que ce soit cognitives, émotionnelles et sociales, pour aider les utilisateurs, alors pas forcément à arrêter de boire entièrement, mais plutôt à avoir des consommations qui sont dans les clous en termes de recommandations de la HAS. Et on a utilisé ce qu'on sait faire pour Quid, donc la partie très ludique de gamification. On a rajouté des challenges, on a gardé la communauté, et donc ça va faire une super application qui sort tout bientôt. Et pourquoi l'alcool ? Parce rien qu'en France, on a plus de 5 millions de personnes qui ont commencé à boire plus suite au Covid, au confinement. C'est exactement la même chose dans tous les pays développés. Bon, alors ça, c'est une opportunité de marché parce qu'on a une application américaine qui s'est lancée, qui réussit bien. Et en général, c'est vrai que les initiatives contre les addictions sont en général c'est des politiques publiques, donc c'est des associations, c'est des hôpitaux, ce genre de choses, et c'est très rarement des entreprises, et nous, en tant qu'entreprise, on est souvent confrontés à des freins à cause de ça. Et enfin, donc, ce que je disais, on vise plutôt la sobriété plutôt que l'abstinence, puisqu'on va plutôt dire aux gens de consommer 10 unités ou moins par semaine, avec 2 jours par semaine où ils ne boivent pas. C'est un peu comme l'activité physique, c'est-à-dire pas tout le week-end, mais un petit peu. Exactement. Et on a comme mission d'ici 2030 d'avoir accompagné 100 millions de personnes à travers le monde à vaincre leur comportement addictif et leur trouble de l'usage. Et on compte donc sur tout le monde pour réussir à réaliser cette mission et cette vision. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, et vraiment je trouve que c'est alors avec William forcément on partage ce combat par rapport à certaines addictions, mais en particulier par rapport à l'alcool. On est d'ailleurs soutenu aussi par Elisabeth Doineau, qui est sénatrice, qui a d'ailleurs fait très récemment une petite intervention en disant qu'est-ce qui se passe là par rapport à l'alcool, on fait rien, il y a des choses peut-être à revoir, parce que tout le monde tape sur le tabac ou les autres drogues, mais l'alcool c'est un petit peu voilà. Donc on en reparlera aussi à Strasbourg. Je crois qu'on est à peu près tous d'accord sur ce hashtag éducation dès le plus jeune âge, avec différents outils effectivement, et la tyrannie. J'ai vu dans le chat qu'il y avait effectivement cette phrase, la tyrannie de l'idéal. Je pense qu'il faut qu'on l'oublie. William, si tu veux peut-être conclure par, j'adore ta phrase par rapport, tu sais, l'histoire des vivants. Je voulais oublier, oui. Et on peut conclure ça. Surtout sur l'alcool, tu sais, avec notre côté franchouillard, la convivialité, Rabelais, jusqu'à je ne sais plus qui dernièrement. Voilà, on a tous des discussions, et pas simplement au café du commerce, sur moi, il faut que je vive, je suis un bon vivant, etc. Donc, rappelons à tout le monde simplement que pour être un bon vivant, mieux vaut rester vivant, et essayons donc de travailler aussi en ce sens, donc simplement du bonheur de ne pas être malade, du bonheur de ne pas être mort, pour pouvoir apprécier les délices et les plaisirs de la vie.
Et voilà. C'est fini de rentrer au couvent à mes yeux pour pouvoir se sauver. C'est comment on fait avec notre circuit de la récompense, avec nos sociétés, avec nos plaisirs, mais avec beaucoup plus d'intelligence dans nos consommations. Ma conclusion, c'est si un jour on pouvait servir de ces trésors d'intelligence qui sont les nôtres pour nos consommations, oui, là, des millions de vies pourraient être sauvées. Et pour être un bon vivant, je le dis, mieux vaut rester vivant. Eh bien, merci beaucoup, William. Merci à tous. Merci, Sophie Janvier. Merci, Charles Juel. Merci, Yannick Guillodeau. Merci, Geoffrey Kretz. C'était hyper intéressant. J'invite tout le monde à venir se connecter en ligne pour le congrès Santé Globale donc de Strasbourg. Vous tapez les rencontres santé globale, vous pouvez vous connecter en distanciel, c'est gratuit. Vous pouvez aussi venir à Strasbourg et dans ce cas-là, nous voir en physique, ça peut être un grand plaisir. Je vous dis merci beaucoup à tous. Hashtag éducation, vivant et avec les plaisirs de la vie, à se retrouver très bientôt. Prochain webinaire, Sandrine l'annoncera sur les réseaux sociaux. Je lui souhaite un bon rétablissement. Elle m'a fait un petit message, ça va mieux. Et donc, je serai ravie avec Sandrine Doppler de vous réaccueillir très prochainement pour un prochain webinaire de Planète Food Santé. Merci et à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.